Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons parler d'un phénomène que les femmes connaîtront ou connaissent bien, ce qui n'est pas le cas des hommes. On va parler de la ménopause. Et c'est vrai qu'on entend un peu tout et son contraire. Et je vous propose qu'en compagnie de Christian Jamin, on torde le cou à toutes ces idées fausses, comme par exemple celle qui prétend que la ménopause est la fin de la sexualité joyeuse. Or, il n'y a aucune raison que la sexualité des femmes s'arrête. Et je crois que c'est plutôt un prétexte qu'utilisent certaines femmes qui veulent mettre un terme justement à leur devoir conjugal. J'utilise évidemment sciemment ce mot obsolète parce qu'en principe, on ne devrait plus parler de devoir conjugal. Mais pour certaines femmes, ça semble être encore un devoir. Bref, on pourrait également voir en revanche quels sont les avantages et les inconvénients de la ménopause et en quoi elle peut améliorer la sexualité. Pourquoi pas? Il serait aussi important de faire un point sur ces fameux traitements hormonosubstitutifs qui eux aussi ont été très décriés. Aujourd'hui, une femme de 50 ans a encore un très bel avenir devant elle et il serait bien dommage de ne pas en profiter. Donc, on a envie avec Christian Jamin de relever haut les cœurs et les corps. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de témoigner, de poser vos questions, eh bien vous nous rejoignez en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Christian Jamin. Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes gynécologue, endocrinologue, donc c'est un sujet évidemment que vous connaissez par cœur. On sait aujourd'hui qu'il y a presque la moitié des femmes qui sont ménopausées en France. Donc c'est quand même un vrai sujet. Dans toutes ces femmes, certaines ont des problèmes avec leur sexualité, d'autres ça va, mais il n'y a pas de raison a priori que la sexualité n'aille plus parce qu'on est ménopausé. Alors d'abord, c'est une question récurrente quand on, comme moi, voit des femmes, et en particulier des femmes de la post-cinquantaine. Docteur, est-ce que ma sexualité va en pâtir, perturbée par la ménopausée? Et en fait, quand vous m'avez envoyé un petit message pour me demander de parler de cela, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que la question est mal posée ou... Comment ça? Je poserais mal la question? Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. J'aurais préféré pratiquement qu'on parle de la post-cinquantaine. Parce que effectivement, il y a beaucoup de gens ou femmes qui sont persuadés, et le mari d'ailleurs, qui sont persuadés que la ménopause perturbe la sexualité. Et pour ma part, je suis pas convaincu du tout que la ménopause perturbe la sexualité à partir du moment où on est pris en charge, bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est plus un problème d'âge, de conjonction, d'alignement des planètes de la cinquantaine qui font que la vie devient plus compliquée, et en particulier la vie intime et la vie sexuelle. Et donc, avoir 50 ans, c'est pas juste être ménopausé. C'est avoir 50 ans avec le symbole... Et commencer la chute. Comment? Non, mais il se passe tellement de choses à la cinquantaine, avec les parents malades, les enfants qui s'en vont, les troubles professionnels, les troubles conjugaux, etc. Comment peut-on... Mais oui, bien sûr. Mais on va essayer d'être très concret. Il faut quand même reconnaître que c'est à partir de 45, 50, 55 ans, ça dépend des femmes, que notre physique va un petit peu pâtir, si je puis dire, de l'âge. On a plus de rides, on a la peau qui se flétrit, on a le vagin qui parfois est un peu plus sec. Enfin, tout ça, c'est des réalités contre lesquelles on peut un petit peu lutter, mais qu'il faut quand même aussi assumer et accepter. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des rapports sexuels et d'avoir de la jouissance. Alors la ménopause, c'est physiologique, c'est-à-dire normal, entre 40 et 58 ans. Déjà. Et donc, à 40 ans, on n'a pas la même ménopause qu'à 55 ans. Parce que, effectivement, il y a la vie, le changement de position sociale, professionnelle, etc., qui joue énormément. Et puis, donc, il y a cette ménopause qui est plus, dans ce domaine, un symbole qu'une réalité. C'est-à-dire que c'est la fin
de la capacité de procréation, c'est la disparition de ce rythme des règles qui est quand même assez symbolique de la femme. Il est vrai que le fait de savoir qu'on ne peut plus être enceinte, ça peut avoir un impact fort sur la sexualité, puisqu'il y a des femmes qui sont avec une sorte de inconsciemment dans le désir d'avoir des enfants, et la sexualité, on le voit avec la pilule, comment le désir peut bouger en fonction de la pilule ou pas. Hein. Alors on ne peut pas nier que la disparition des hormones modifie l'acte sexuel, ne serait-ce que par la sécheresse vaginale. Donc ça, c'est sûr que quand ça fait mal, ça fait pas plaisir, et quand ça fait pas plaisir, ça donne pas envie. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un point majeur. Maintenant, y a-t-il, si on règle ce problème, ce qui est très facile à régler, y a-t-il dans la disparition des hormones qui déclenchent les règles, un changement du désir sexuel et du plaisir sexuel? C'est ça. Alors, on pourrait peut-être plus parler de la pulsion sexuelle, parce que le désir, on sait qu'il est quand même très relatif à la personne avec qui on est, à des tas de facteurs psychiques qui n'ont rien à voir avec la ménopause. En revanche, la pulsion sexuelle, c'est-à-dire cette envie de faire l'amour, a priori, est-ce qu'elle a des raisons de s'atténuer au moment de la ménopause? Là, je parle vraiment là de biologie, de physiologie. Je sais que vous avez compris, mais je précise pour tous ceux qui nous écoutent. On parlera d'ailleurs de la différence entre le désir et la pulsion jeudi avec Catherine Emlé-Périssol, qui est également médecin, mais qui travaille beaucoup sur les émotions. Est-ce que la pulsion sexuelle baisse à cause de la ménopause, oui ou non? Ça, c'est une question. Réponse, c'est on n'en sait rien. Ah ben d'accord. On n'en sait rien merci parce Christian. que... Au revoir. On n'en sait rien parce qu'on a essayé de corréler le désir et le plaisir sexuel aux taux hormonaux. Ouais. Et donc cette période qu'on appelle non plus la ménopause mais la périménopause est une période où il y a des épisodes où on n'a pas d'hormones et puis on en a trop la fois d'après, et on n'a jamais trouvé de corrélation réelle, instantanée, si je puis dire, entre les taux hormonaux et le désir et le plaisir. Donc pour moi, le bouleversement majeur, c'est le temps, c'est la vie qui fait que, eh bien, il y a une disparition d'un certain nombre de choses qui rend la femme, comment dirais-je, active. Et tout ça, donc, c'est des idées qui sont à la fois culturelles, sociétales, et auxquelles on peut tordre le cou pendant ces 2 heures. Exactement, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire que mesdames, c'est pas parce que vous êtes ménopausée que vous avez moins de charme. D'accord. Alors c'est vrai qu'on s'aime moins quand on vieillit. Moi j'en sais quelque chose, puisque même je suis pas une femme, j'ai vieilli aussi. Non, mais vous êtes beau comme tout. Oh, vous êtes mignon comme tout. On vous aime, Christian Jamin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'image personnelle, le vécu de sa séduction, cette volonté de séduire, d'aimer et d'être aimé, s'émousse avec le temps. Mais la question c'est, est-ce que ça s'émousse avec le temps ou est-ce que ça s'émousse avec les hormones? Je pense que le temps y est pour beaucoup et la vie y est pour beaucoup. Ce qu'il faut quand même aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, et là c'est carrément une question pulsionnelle et non pas culturelle. Il y a beaucoup d'hommes qui naturellement sont attirés par des femmes qui sont encore capables de procréer, parce qu'il y a cette sorte d'instinct de reproduction qui les habite. On dit souvent que, alors c'est pas malheureusement il y a des exceptions. On dit souvent qu'un homme ne viole plus une femme qui a plus de 40 ans, parce que de toute façon, elle est plus capable de procréer. C'est encore une fois des questions anthropologiques là. Oui, j'ai beaucoup de femmes qui ont eu des histoires terribles alors qu'elles ont été violées, elles avaient dépassé l'âge de la ménopause. Donc il y a aussi dans ce domaine bien sûr, des choses horribles. Bien sûr, mais enfin on sait aussi qu'il peut y avoir chez les femmes qui ont plus de 50 ans une sorte de rivalité avec les jeunes femmes, rivalité contre laquelle il faut lutter. C'est pas parce que évidemment on n'est plus dans la même cour, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne plaît plus à tous les hommes. C'est une émission identique que j'ai faite depuis des années, et un jour j'ai été en duo avec une docteure en psychologie que je crois que vous connaissez puisqu'on a lu un bouquin, vous m'avez donné un bouquin qui s'appelle Madame Laznik, qui est docteur en
psychologie et donc qui s'est intéressée à cette période, et c'est la raison pour laquelle moi j'étais Monsieur Hormone, elle était Madame Sexualité, et on a fait des émissions ensemble. Et est-ce qu'elle, son explication, elle est fondamentalement différente. Elle dit que le regard de la femme sur l'homme évolue avec l'âge, et que c'est le regard de la femme qui fait bander les hommes, pour être tout à fait clair. Et donc c'est cette évolution du rapport homme-femme, sociale, affective, séductrice, qui change et qui change la sexualité des couples. D'accord, ça voudrait dire que nous, les femmes, on vous regarde plus d'une certaine façon. Donc ce que disait Madame Lasnik, c'est encore de notre faute. Ah, merci Madame. Non, oui, merci. Ça, en plus c'est une femme, donc ça. Je pense qu'on va reparler de tout ça, mais elle, la théorie. Écoutez, Christian Jamin, je vais vous regarder pendant ces 2 heures. Vous me direz, à la fin, s'il y a quelque chose qui se passe ou pas. Si je rougis et qu'on est filmé. Bon, allez, en tout cas, on va donner la parole aux femmes et aux hommes qui peuvent peut-être aussi ont envie de réagir. 0826 300 300. On en parle et on répond à toutes vos questions, et peut-être qu'on aura fait un petit peu avancer les choses à 16h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ménopause et sexualité, 2 mots qui peuvent aller très bien ensemble. C'est en tout cas notre pari aujourd'hui avec Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Mais on va commencer avec Sophie et me semble-t-il les malheurs de Sophie. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour, oui, c'est Sophie. vrai. C'est un bon titre pour pour la ménopause que j'ai. Donc j'ai bientôt 54 ans. Oui. Donc je suis ménopausée et je voulais simplement témoigner, déjà vous remercier de me prendre à l'antenne et pour vos émissions qui font vraiment avancer dans ces sujets-là, parce que j'avoue que moi, en tout cas mon expérience donc sur la ménopause, j'ai traversé, on va dire, 8 mois de désert un petit peu toute seule à me dépatouiller avec la ménopause qui donc m'est un petit peu, j'ai eu l'impression, j'avais l'impression d'avoir bien vécu ma ménopause, puisque j'avais géré les bouffées de chaleur, etc. Tous les petits désagréments de la préménopause, en fait, je ne savais pas que ensuite ça s'est un petit peu enflammé, on va dire, et je me suis rendu compte que tous les petits maux que je pouvais avoir durant ma vie d'adulte, avant la ménopause, se sont un peu enflammés. Donc moi personnellement, j'ai eu notamment beaucoup de problèmes d'infections vaginales qui se sont enflammées. Donc j'avais un vagin en état inflammatoire, très très douloureux. Donc forcément ça c'est aussi ça m'a, au niveau de la sexualité, ça a été extrêmement compliqué. Douloureux même, j'imagine. Voilà, en fait, très douloureux. Donc au début, je n'ai pas compris. Je me suis on m'a traité. Donc j'ai eu des traitements antibiotiques sur antibiotiques. J'ai traversé quand même une traversée un peu du désert aussi au niveau médical. Bon, j'avais changé de région, donc je n'avais pas de gynéco qui me suivait, et puis n'ayant pas de problème, j'étais suivie régulièrement par mon médecin traitant, qui me faisait les frottis, etc. Sauf que là, c'était c'est un petit, là j'avais besoin d'un spécialiste, d'un gynéco. Et donc je me suis ça a été assez violent, parce que je me suis retrouvée en face d'un gynéco qui m'a dit, moi je suis arrivée un petit peu bête, en disant pour moi la ménopause c'était plutôt une liberté, parce que je me sentais libre de ne plus avoir de grossesse, plus de contraception, plus de contraception, je n'en avais plus. Je suis avec mon mari depuis plus de 30 ans, donc voilà, on se connaît très bien. On a une sexualité épanouie avec des hauts, des bas, la vie, quoi.
Mais pour moi, la ménopause, c'était plutôt En tout la cas, liberté. vous n'aviez pas d'angoisse, il n'y avait pas de le stress de vous retrouver avec la ménopause, et pourtant, tout d'un coup, il y a une inflammation, et il semble encore une fois important, peut-être, Christian Jamin, de rappeler que les médecins ne peuvent pas tout connaître, et qu'en effet, Sophie aurait dû pouvoir tout de suite voir un bon gynéco qui aurait pu peut-être l'aider, non? Alors, si vous permettez, on va retirer le mot bon. Oui, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gynécologues qui sont plus spécialisés dans les hormones, il y a des gynécologues qui sont plus spécialistes de la chirurgie, etc. Donc, je porte pas de jugement, je dis simplement plus habitué à prendre en charge ce type de problème. Alors, ce que vous décrivez, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que l'équilibre bactérien du vagin dépend des hormones. Et non seulement du vagin, mais de la vessie qui touche au vagin. Et vous avez les femmes dans le vagin, mais partout dans le corps, pour les femmes et les hommes, on a ce qu'on appelle un microbiote, c'est-à-dire un équilibre bactérien qui dépend de l'environnement. Et la ménopause, avec la disparition des hormones, modifie profondément le microbiote vaginal et favorise, c'est pas des infections, c'est des déséquilibres de la flore, et donc avec des sécrétions qui disparaissent, donc des rapports sexuels nettement moins agréables, des troubles où on est plus sensible aux infections, etc., etc. Donc ça se traite facilement, et un traitement, ne serait-ce que local, a un effet spectaculaire sur ces ennuis-là. Oui, et si je peux me permettre, je ne dis pas non plus ni bon ni mauvais, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste que, si vous voulez, psychologiquement, voilà, on est quand même perturbé, il y a plein de choses qui se Non, mais ce qui est ennuyeux, excusez-moi Sophie, mais je vais continuer parce que c'est important. Ce qui est ennuyeux, c'est que votre médecin vous file des antibiotiques alors que ça n'a rien à voir. Oui, mais complètement, voilà. Mais après, si vous voulez, moi, je pris mes responsabilités. Moi, je peux me permettre de dire qu'il n'était pas bon. J'ai pas dit qu'il n'était pas bon ou ni bon. J'ai dit qu'il n'était pas habitué à prendre en charge ce type de problème. Si vous voulez, c'est parce que l'accueil que j'ai eu, c'est que quand je lui ai dit, pour moi, c'était un peu, c'est plus de la liberté. Il m'a dit, vous avez un vieux vagin, il va falloir vous y faire. Ah bah c'est pas gentil, ça. Bon, voilà, donc, alors, ça c'est vrai. Il avait quel âge, Sophie? Il avait 45-50 ans. Hein. Je pense que j'aurais pu lui répondre quelque chose de pas sympa non plus, ce que j'ai pas fait. Eh bien, sachez, monsieur, que dans quelques années, vous aussi, vous aurez une vieille bite. Oui, surtout qu'il m'a dit, mais je vous choque. Je lui ai dit, quand même un peu, parce que je lui ai dit, une femme ménopausée, dites-vous que psychologiquement, elle a besoin d'un petit peu de douceur et d'entendre ça, c'est pas top. Ouais, c'est insupportable. Et je le dis très fort, et je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, c'est insupportable de se laisser entendre dire des choses pareilles par le milieu médical, quel que soit qu'il soit médecin, gynéco, urologue ou je ne sais quoi. C'est insupportable. Mais mais voilà. Après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre récemment de très encadrant et voilà. Donc je reste pas du tout sur cette non, et puis on entend que vous aviez une suffisamment bonne confiance en vous et que c'était pas le drame d'être ménopausée, donc vous l'avez entendu avec un certain retrait. J'ai pris sur le ton de l'humour, mais je me dis que ça peut être pour d'autres personnalités, ou en tout cas, moi ça peut être ça peut être terriblement blessant, bien sûr, et c'est inacceptable. Soyons clairs, c'est faux, tout bêtement faux. C'est-à-dire que si on maintient un équilibre hormonal, donc bactérien dans le vagin, donc une humidification normale du vagin, eh bien on n'a pas plus d'infections et on a autant de plaisir à faire l'amour, et que plus on fait l'amour, plus cet organe est utilisé et a besoin d'être utilisé. Donc le fait de dilater le vagin par une verge entraîne des sécrétions qui s'appellent de l'acide hyaluronique et qui rend cet endroit-là, j'allais dire,
hospitalier, si je puis dire, et donc ça n'a rien à voir avec l'âge, et un vieux vagin, ça n'a pas de sens, et on voit tous les jours des femmes qui ont une sexualité épanouie après la ménopause, qui sont bien pris en charge, et qui se portent très bien, et qui sont très heureuses. Eh bien, merci Sophie. On a déjà tordu le cou à une idée reçue grâce à vous. Merci Sophie. On continue dans un instant, toujours avec vos appels, vos réactions, vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Et nous continuons avec Christine qui est avec nous. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu votre corps changer. Est-ce que c'est la ménopause ? Oui. Voyons voir. Oui. Alors moi, malheureusement, j'ai grossi. La première ou la deuxième année, j'ai pas beaucoup pris, mais alors après, j'ai pris un petit peu. Et ça m'a bloqué au niveau rapport sexuel avec mon compagnon. Voilà. Ça c'est un vrai sujet, hein, Christian. Vous avez tout dit là. Vous ça avez a été tout très dit. dur pour moi, hein, je dois dire. Ouais. Alors, la prise de poids, parce que ça c'est autre chose. Ça. En fait, quand on regarde l'évolution des courbes de poids des femmes, il n'y a pas de cassure au moment de la ménopause. C'est-à-dire qu'il y a une prise de poids qui commence à 30 ans. En moyenne, une Française prend 12 kilos entre 30 ans et 60 ans. Et il n'y a pas de rupture, c'est une évolution exponentielle et il n'y a pas de rupture au moment de la carence hormonale. Ça veut dire à peu près 500 grammes par an. Hein. Ouais. Et donc, en fait, c'est le vieillissement musculaire. 70% de l'énergie qu'on dépense votre corps, c'est le métabolisme musculaire. Et comme on perd ses muscles en vieillissant, d'ailleurs on le sait bien, puisqu'il y a très peu de grands sportifs au-delà de 30 ans, son muscle ne dépense plus l'énergie. Et si on mange la même chose, donc on mange la même chose, on grossit. Et la seule façon de ne pas grossir, c'est pas de prendre des hormones, c'est de faire de l'exercice physique pour maintenir sa masse musculaire. Ou de manger moins que ce qu'on avait l'habitude. Le fait d'avoir pris un traitement hormonal, est-ce que ça n'a pas joué pour me faire prendre plus de poids? Il n'y a pas plus de cassure au moment des traitements hormonaux que... D'accord. Non, c'est... Non, parce que j'étais toujours mince, moi. J'ai toujours été très mince. Ben oui, mais vous avez vos muscles qui ont vieilli, vous n'avez pas... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la grande majorité des muscles qui sont responsables de notre consommation énergétique, c'est entre les genoux et les fesses. Hein. C'est-à-dire, c'est les grosses masses musculaires, c'est-à-dire les cuisses et les fesses. Et quand on regarde les sportifs à la télévision, eh bien, les marcheurs, les coureurs, les cyclistes ne grossissent pas. Donc il faut marcher, Marcher. Mais ça nous a pas réussi en marche. Hein. Très jolie. Elle est belle celle-là. C'est pas le moment. Non mais comment... En revanche, Christine, excusez-moi, mais je pose la question parce que ce que vous avez dit quand même est intéressant, c'est que d'un seul coup, vous avez pris plein de kilos. Ça a mis un peu de temps quand même, hein. J'ai pas pris tout de suite. Hein. Mais en combien de temps? Parce que... Disons en 2 ans quand même. Hein. 2 ans, vous avez pris combien de kilos? En 2 ans, j'ai dû prendre 6-7 kilos. Donc là, il y a quand même il y a eu autre chose. Il n'y a pas eu simplement la masse musculaire qui diminue. Sans faire de cours mathématiques, ce qui est exponentiel, ça monte doucement au début, puis après ça monte brutalement. Et la prise de poids s'arrête. Chose qui monte doucement et qui tout d'un coup. Oui, mais à ce à quoi vous pensez, ça diminue rapidement aussi, ce qui n'est pas le cas du poids. Et en moyenne, la prise de poids diminue après 60 ans, 65 ans. Alors pour ça, on ne sait pas trop pourquoi, parce que semble-t-il, on profite moins des calories avec le vieillissement digestif, mais ça, c'est pas prouvé. Oui. Donc ça veut dire, et ça c'est quand même une information importante qu'on peut donner à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, entre 50 et 60 ans, faites attention, parce que si vous mangez exactement la même chose, vous risquez de beaucoup grossir. Donc soit vous faites un peu plus de sport, soit vous faites un peu plus attention à ce que vous mangez pour ne pas prendre 10 kilos en 10 ans, quoi, en gros.
Et c'est Après, j'ai fait Christine, du hein, vélo, alors ce qui fait que j'ai fait du vélo, ce qui fait que ça m'a régularisé, quoi. Parce que en fait, j'avais faim, quoi. Ouais, Bon, c'est pas la bien. ménopause, Non seulement ça a régulé votre poids, puis en plus ça vous a donné des belles cuisses. Mais vous avez dit une phrase aussi, dans votre première phrase, vous avez dit ça m'a atteint le moral ou quelque chose comme ça. Oui, Et donc oui, ça, c'est un oui. facteur aggravant, parce que si on grossit, on s'aime pas. Si on s'aime pas, oui. on bouge moins, on se montre picole, moins, Et puis on on a picole plus. l'impression qu'on plaît pas aux autres. Voilà. quoi, parce que, Et voilà. Donc et effectivement, c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose avec le temps, que ce temps est, j'allais dire, il y a une sonnette d'alarme qui s'appelle la ménopause, mais qui en fait ne change probablement pas grand-chose au temps par rapport à l'image corporelle et au poids et à la sexualité, et puis ça nous déprime d'être moins dans l'image de ce qu'on a, de notre propre séduction, et là ça aggrave tout jusqu'à ce que vous ayez acheté une bicyclette, madame. Après, je me suis reprise un petit peu quand même, parce que j'avais pas trop envie de passer un cap. Mais en même temps, Christine, il faut accepter à un moment donné d'avoir 3 kilos en plus par rapport à ces 30 ans. Enfin, oui, et puis, mon compagnon, à chaque fois, il me disait, mais tu te fais des idées, parce que c'est pas énorme, mais peut-être que moi, je voyais ça plus que ce qu'il en était, quoi, je veux dire. Je disais que la France, c'est la moyenne, c'est 12-13 kilos de prise de poids, ce qui est énorme. Mais c'est moins que d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, il y a 2 ou 3 kilos de plus. Donc, c'est vraiment lié au mode de vie, c'est vraiment lié à la nutrition, c'est vraiment lié à l'âge. Mais on n'a jamais démontré que c'était lié aux hormones féminines. D'accord. C'est fou, Christian Jamin, parce que ça fait longtemps que vous venez, vous êtes endocrinologue, et à chaque fois, on a l'impression que les hormones, finalement, on les accuse de plein de choses, mais elles sont responsables de pas grand-chose. Elles sont responsables de beaucoup de choses, parce que les hormones, il y en a des milliers dans le corps, et que ça régule tout l'organisme, mais ça sert aussi beaucoup d'alibi. Bon, Christine, pédalez, continuez. Ouais, je vous remercie de vos conseils, là, et puis c'est toujours un plaisir de vous écouter. Et c'est un plaisir, nous aussi, de vous recevoir, Christine. Merci beaucoup. Florence est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Christian Jamin. Bonjour, Florence. Bonjour, Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors justement, Florence, votre sexualité, quelle note vous lui donnez en ce moment? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est un peu endormie? Est-ce qu'elle est un peu au top? Elle va très bien, je lui donnerai 8 sur 10. Oh, c'est bien, oui, 8 sur 10, c'est parfait. Deuxième question, est-ce que vous pourriez me dire quel est le fantasme comme ça que vous aimeriez réaliser? Grand silence. Grand silence. Ou qui vous fait un petit peu qui vous excite un peu, qui vous amuserait. Enfin, dites-moi ce qui vous passe par la tête. Peut-être un rapport avec une femme. Un rapport avec une femme, ah oui, c'est pas rien. D'accord. Et puis 3e question, qu'est-ce que vous préférez chez un homme? Ses mains. Ses mains. C'est fou le nombre de femmes qui aiment les mains des hommes. Mais parce qu'ils vous caressent bien, parce qu'ils mettent leurs mains sur votre corps. Des belles mains, ça fait des bonnes caresses. N'est-ce pas? Oui, j'ai une petite plaisanterie dans ce domaine. C'est qu'on demande à un homme, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Il dirait, moi, ce que je regarde, c'est le cœur. Ah bon? Oui, mais c'est quand même pas de ma faute si on a mis les seins entre le cœur et ma vue. Évidemment. Eh bien, justement, Florence, vous pouvez poser une question à Christian Jamin, il vous écoute. Bonjour, monsieur Gerlin. Bonjour. L'équivalent de la ménopause chez l'homme, c'est l'andropause. Est-ce que ça vous inquiète pour vous? Non, pas vraiment, parce que l'andropause, d'abord, les sécrétions des hormones mâles baissent aussi chez l'homme, mais rien à voir avec ce qui se passe avec la femme. Chez la femme, il y a un arrêt, et c'est un phénomène physiologique. Pourquoi? Parce que
Alors, c'est tout simplement parce que les cellules qui fabriquent les ovules sont les mêmes que celles qui fabriquent les hormones. Et comme la reproduction s'arrête chez la femme à la cinquantaine, c'est le seul animal, entre guillemets, qui soit comme ça. Le seul mammifère, oui. Le seul mammifère. Je crois qu'on a découvert ça chez un poisson récemment. Mais donc, les hormones s'arrêtent chez la femme et diminuent chez l'homme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, il existe des hommes qui ont des déficits hormonaux et ça se manifeste exactement de la même façon que chez la femme, par des bouffées de chaleur. Donc, quand un homme vous dit qu'il a des bouffées de chaleur, il faut quand même vérifier ses dosages hormonaux parce que ça existe et ça se traite pareil. Mais encore une fois, c'est plus accidentel que chez la femme où c'est physiologique. Voilà la Merci. Voilà la réponse. Merci Florence, merci beaucoup. On fait une petite pause, Christian Jamin, et on continue évidemment à évoquer sexualité et ménopause sur Sud Radio. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. On évoque la ménopause avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue. Je rappelle que en médecine chinoise, la ménopause, on l'appelle le second printemps. Hein, et c'est vrai que c'est aussi une manière d'envisager sa vie autrement, de s'autoriser des choses différentes, puisqu'on est enfin libre, les enfants sont grands. Et peut-être que c'est aussi un message positif qu'on peut envoyer à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Oui, second printemps, Brigitte, mais bon, il y a quelquefois des orages quand même. C'est vrai, au printemps, il peut y avoir des orages, vous avez raison. Moi, la ménopause, ça a été difficile, hein, c'est toujours difficile. Après, comme vous dites, les côtés positifs, c'est, j'ai plus de règles. Et j'ai pas dire que m'en fous de tout, mais je me sens j'ai plus de gêne, je me mets plus de frein avec mon mari au niveau de notre couple. On a une libido qui fonctionne et peut-être un peu moins pour lui. Et moi, j'avais un peu peur au début d'être ménopausée que j'avais plus de libido, mais j'en ai. Donc je suis contente. Donc c'est j'ai plutôt... un peu plus de liberté dans ma tête en tant que femme. Oui, ça c'est le côté positif pour que certaines femmes acquièrent après la ménopause. Donc visiblement, vous êtes dans la bonne moitié. Les inconvénients, c'est tout le temps, j'ai toujours le problème d'avoir des bouffées de chaleur. Et puis maintenant, j'ai des insomnies que j'avais pas avant. Et ça, c'est très difficile à vivre parce que je suis fatiguée. Hein. Après la prise de poids. Alors, je sais pas si la ménopause a joué aussi, mais j'ai pris beaucoup de poids. Alors le poids, on en a déjà parlé, donc vous avez dit les insomnies. Alors les insomnies, oui, c'est vrai que quand on donne des hormones, on dort un peu mieux, mais majoritairement les insomnies, les hommes ont aussi des insomnies après la cinquantaine, sans pour autant que ce soit hormonal. Alors les bouffées de chaleur, ça, oui, c'est hormonal, aucun doute là-dessus, et ça se soigne très bien quand on est suffisamment gêné et qu'on a envie de se traiter. Ah, parce que j'ai été voir mon médecin généraliste, il n'a pas voulu me donner des hormones. Oui, alors bon, moi je veux bien qu'on parle de ça, mais c'est tout simplement parce que, disons que il y a eu une grande étude américaine qui s'appelle la WHI, qui a, dans cette étude, démontré de manière absolument certaine que certains traitements hormonaux augmentaient le cancer du sein et certaines maladies cardiovasculaires, et ça a tué le traitement hormonal de la ménopause. C'était il y a une vingtaine d'années. En fait, c'était lié aux hormones qui ont été utilisées à l'époque, alors que les Français n'ont pas eu cette mauvaise idée. Nous, on n'utilise que des hormones naturelles. Et les hormones naturelles, jusqu'à preuve du contraire, la progestérone naturelle, 1, ça fait dormir, mais 2, ça n'augmente pas le cancer du sein. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que le traitement hormonal avec avec la progestérone naturelle augmente le cancer du sein. Maintenant, pour ce qui touche aux maladies cardiovasculaires, eh bien, le risque était lié à la voie d'administration des œstrogènes. C'est comme la pilule. Quand on prend la pilule, eh bien, on augmente certains types d'accidents vasculaires. Alors, c'est
très peu fréquent chez la femme jeune, mais plus on avance en âge, plus c'est fréquent, alors que les Français utilisent de l'hormone naturelle, là encore, qui s'appelle de l'estradiol, et le font passer à travers la peau, ce qui fait que nous n'avons pas les accidents cardiovasculaires qui sont liés à ce qu'on appelle l'effet de premier passage hépatique des œstrogènes quand on les avale. Et donc, dans les traitements hormonaux français, eh bien, on n'a pas vu d'augmentation des cancers du sein, on n'a pas vu d'augmentation des accidents vasculaires cérébraux, on n'a pas vu d'augmentation des maladies cardiovasculaires, j'allais dire au contraire. Donc, alors, on peut discuter de tout ça pendant des heures et c'est pas l'endroit, mais je crois que la mauvaise réputation des traitements hormonaux dans le monde sont liés à cette étude et au type de traitement qui était utilisé. Donc, donc aujourd'hui, on peut dire de manière certaine, d'après les études récentes, que les traitements hormonaux substitutifs qui existent en France, je dis bien en France, sont tout à fait aptes à régler peut-être vos problèmes d'insomnie et de bouffées de chaleur, Marianne. Ah ben j'aimerais bien, parce que c'est difficile, vous savez, Brigitte. Ben j'imagine, oui. oui. On dort pas du tout d'une nuit. J'ai même pris des cachets à la mélatonine, mais ça marche.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, il nous reste 1 heure pour redonner vie à la sexualité des femmes après la ménopause, après la cinquantaine, 50 ans. C'est vrai que c'est un chiffre important. C'est d'ailleurs un chiffre important pour les hommes aussi. Christian Jamin, on voit bien pour beaucoup d'hommes, passé 50 ans, il y a une sorte d'état de conscience différent. Oui, mais bon, les hommes et les femmes, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est pas fait pareil. Et la séduction chez l'homme n'est pas les mêmes armes que la séduction chez la femme. Et là, j'ai plus délétère dans la séduction féminine que chez l'homme. Bon, après, on va pas discuter du mieux ou du moins bien, mais c'est la réalité. Oui, on est quand même toujours plus sujette à être physiquement désirable. L'homme va séduire pas forcément uniquement sur son physique. Et heureusement que la femme non plus, mais ça reste quand même encore une idée forte, c'est vrai. Absolument. Alors, ma petite devinette, je ne sais pas si vous la connaissez, quel est le point commun entre une femme et un monte-charge ? Je la connaissais. Bon, et alors c'est quoi la réponse ? Il suffit d'un doigt pour l'envoyer en l'air. C'est pas tout à fait ça ma réponse. Le point commun entre une femme et un monte-charge, lorsque ça ne marche pas, il faut décharger à la main. Ah, c'était pas la même alors. Vous voyez, il y a des nuances. Oui, donc, notre mélange culturel est important. N'est-ce pas Alors, on continue avec Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Christian Jamin. Bonjour. Alors, moi j'ai 62 ans, je suis ménopausée depuis une bonne dizaine d'années, je pense, parce que en fait j'ai plus d'utérus, on m'a opéré ma cinquantaine, parce que j'avais des fibromes, je saignais beaucoup, j'avais des règles très abondantes. Donc voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris un traitement hormonal dès que j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur. Donc j'ai pris pendant 5 ans uniquement des oestrogènes, comment ça s'appelle, de gel œstrogène. Voilà. Et malheureusement, j'ai eu un petit cancer du sein 5 ans après. Donc en 2017, et c'était un grade 1, c'était pas méchant, on m'a opéré, puis enlevé la tumeur et quelques rayons, et voilà. Mais malheureusement, donc je prends plus de traitement hormonal et j'ai des bouffées de chaleur de l'autre monde. Donc j'aurais bien voulu trouver des solutions parce que à part l'acupuncture, j'ai fait quelques séances d'acupuncture. Ça marche pendant 1 mois et puis après ça revient, donc il faudrait en faire régulièrement, quoi. Voilà, un peu où j'en suis. Libido en berne, sécheresse vaginale plus. Alors je mets des ovules d'acide hyaluronique. Voilà. De temps en temps aussi, je prends de la flore parce que la flore elle est à 0. Voilà où j'en suis. Oui, c'est en effet beaucoup d'inconvénients et on peut comprendre qu'à ce moment-là, la sexualité soit pas au beau fixe. Christian Jamin, qu'est-ce que vous pouvez dire à Isabelle ? 2 choses. La première, c'est que pour les traitements locaux, pendant très longtemps, c'est-à-dire dans le vagin, pour la sécheresse vaginale, longtemps on a interdit les hormones chez les femmes qui avaient eu un cancer du sein et aujourd'hui, toutes les études montrent que ça n'a pas d'influence. Donc, dans un premier temps, on donne effectivement de l'acide hyaluronique local parce que ça hydrate. Mais si ça suffit pas, maintenant, on pense qu'on peut utiliser les traitements hormonaux locaux. Je dis bien locaux. Donc, des ovules dans le vagin. Des ovules dans le vagin. La deuxième chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est un scoop. C'est que est sorti aux États-Unis et va sortir en France, je ne sais pas par quel laboratoire, donc ça n'est pas de la publicité, un nouveau traitement qui agit au niveau du cerveau en empêchant les bouffées de chaleur. Donc il y aura très bientôt, pour peu que la sécurité sociale accepte de le rembourser, il y aura un traitement des bouffées de chaleur qui ne soit pas hormonal et qui donc en principe ne sera pas interdit aux femmes qui ont eu un cancer du sein.
Ah bah ça, ce serait vraiment une bonne nouvelle. Et puis rembourser ou pas, je m'en fiche, parce que là, c'est très difficile. Alors, en tout cas, il existe aux États-Unis, il est commercialisé, je crois, aux États-Unis, il va être commercialisé dans beaucoup de pays. La France est toujours en retard dans ce domaine, mais ça devrait arriver. Mais est-ce Vous que avez le nom de la molécule, pardon la molécule, je ne peux pas, le dire pour des raisons. Okay. Non, c'est une information médicale. Oui. Bien sûr, mais ça permettrait peut-être à Isabelle de la commander par Internet. Enfin, je sais bien que... oui, vous allez sur Internet, vous tapez traitement non hormonal des bouffées de chaleur et il y aura X pages là-dessus. D'accord. Non, mais ça, c'est une excellente information. Alors, ça, c'est à base de quoi? Enfin, bon, de toute façon, là, vous savez, les bouffées de chaleur, d'abord, c'est un système de dérégulation de la température qui est lié à la disparition des œstrogènes. Et ça agit sur des récepteurs au niveau du cerveau qui déclenchent des bouffées de chaleur à cause de cette dérégulation. Et donc, on a trouvé de quoi bloquer ces récepteurs. D'accord. Mais c'est étonnant parce que d'une femme à l'autre, c'est très variable, les bouffées de chaleur. Alors, les bouffées de chaleur, ça dépend beaucoup. C'est très lié au stress. Par exemple, on a démontré que les femmes plus stressées ont plus de bouffées de chaleur, que les femmes qui ont des professions très stressantes, eh bien, au moment du stress d'une conférence ou de tout ça, on des bouffées de chaleur. Donc le stress joue un rôle. Oui, de toute façon, on sait que le stress joue un rôle pour tout, puisqu'il réduit le système immunitaire. Enfin, je veux dire, je simplifie un petit peu. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup qu'on simplifie la médecine, Christian Jamin, mais on le sait, le stress, c'est l'ennemi numéro 1 de notre santé. Oui, alors il y a deux stress. Il y a le stress constructif et le stress destructif. Oui. Non, le stress constructif, c'est qu'il y a des gens, quand ils sont stressés, ils avancent. Et puis d'autres, ça les paralyse. Donc effectivement, c'est pas la même chose. Et effectivement, le stress destructif, si vous voulez, augmente les maladies cardiovasculaires, augmente beaucoup de maladies. Enfin, on sait par exemple que la méditation diminue le stress. Oui. Effectivement, chez les personnes qui sont très sensibles par ça, oui, c'est important. Oui, mais c'est pour ça que c'est bien. Bon, en tout cas, ça c'est une très bonne nouvelle pour toutes les femmes, parce que quand même, le nombre de femmes qui sont qui sont très très gênées par les bouffées de chaleur, c'est plus peut-être encore aujourd'hui, puisqu'il y a plus de femmes qui travaillent et qui sont stressées. Oui, c'est vrai. Alors on a dit qu'il y avait plus de stress dans les professions de responsabilité que dans la campagne, par exemple. Ça, il y a eu des études qui ont montré qu'il y en avait. Enfin bref, le stress joue sur les bouffées de chaleur, mais il y a des femmes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur et qui sont pas pour autant très stressées. Donc c'est aussi pour des raisons qu'on ignore, mais les études que j'ai lues sur le sujet sont tout à fait intéressantes. Et ce qui est curieux, ma mère n'a jamais eu de bouffée de chaleur. Et comment on peut expliquer les femmes? Enfin, il n'y a pas eu d'études sur les femmes qui n'ont jamais bouffé de chaleur. Il y a eu beaucoup d'études, mais on ne sait pas trop pourquoi. On sait que le stress joue un rôle, on sait que la profession joue un rôle, on sait que le fait de vivre à la campagne ou à la ville joue un rôle, mais l'explication purement scientifique pour dire pourquoi certaines femmes n'ont pas de bouffée de chaleur et d'autres en ont, on n'a pas. Mais est-ce que votre mère Isabelle était quelqu'un d'assez calme, d'assez bien dans sa peau, posée, ou au contraire aussi? Pas vraiment, mais pas aussi stressée que moi. Oui, pas aussi stressée que moi. Elle avait un emploi de bureau. Voilà, moi je suis commerciale. Je suis toujours en activité. Donc oui, moi j'ai beaucoup. Enfin, je me définis comme particulièrement stressée. Ouais, je vous le fais pas dire, chère madame. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Mais je fais des progrès, mais bon. Alors il faut faire le sport, diminue les bouffées de chaleur, l'activité physique. Oui, alors par contre, je n'ai pas pris de poids, moi, du tout. Ça va venir, Isabelle. Oh ben non, depuis 10 ans, j'ai pas pris de poids. Non, c'est en sorte de ne pas en prendre. Mais cela dit, il y a du stress alors c'est curieux le stress, parce que chez certaines personnes, ça fait maigrir, chez d'autres, ça fait grossir. Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être que votre stress, finalement, vous fait maigrir, donc vous avez des bouffées de chaleur, mais ça vous fait maigrir. Oui, peut-être. Je marche beaucoup aussi. Non, vous êtes d'accord, hein, le stress sur les kilos. Mais vous savez, le mode de vie joue énormément dans tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui marchent beaucoup, les gens qui sont moins stressés. Et alors, il y a la cortisone. Quand on est
est très stressé, on décharge de la cortisone et ça a beaucoup d'inconvénients. Mais aussi le stress, ça fait avancer. Donc de toute façon, notre hygiène de vie, on sait très bien l'importance qu'elle a, mais c'est tellement individuel et c'est tellement complexe qu'on ne peut pas donner comme ça des conseils généraux à tout le monde, évidemment. Bon, en tout cas, Isabelle, bonne nouvelle. Vous pouvez aller fouiller sur Internet et peut-être que vous pourrez vous trouver rapidement ce médicament. Oui, avec quelqu'un qui va aux États-Unis. Merci à vous. Merci à vous, Isabelle. Allez, on fait une petite pause, on continue avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin, toujours avec nous. On évoque tout ce qui se passe au moment de la ménopause et encore une fois, on le dit, la sexualité, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Donc si vous avez des douleurs, si vous avez des gènes, appelez-nous. Christian Jamin vous donnera différentes pistes pour régler tout ça. Et nous sommes avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour à vous deux, merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Merci pour toutes les émissions que vous faites et notamment celle-là aujourd'hui. Je suis un peu concernée puisque je suis ménopausée depuis quelques années maintenant. J'ai été ménopausée assez jeune. Et malgré tout ça, comme le disait une dame qui est passée un petit peu plus tôt, ça a été assez bénéfique pour moi puisque ça permet de plus penser à la contraception, d'avoir un côté un petit peu libre dans sa tête. Et puis, bien au contraire, moi, ça a fait un peu l'objet de, je ne sais pas si c'est une cause à effet, mais oui, évidemment, ça libère un petit peu des choses. Et puis, du coup, moi, je suis assez bien dans ma peau au niveau libido parce que ça, j'ai l'impression que ça a libéré des choses. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, Valérie, parce que on l'entend chez certaines femmes, pas toutes, évidemment, mais comme si il y avait une sorte de, on nous fout la paix sur la question de la maternité, des enfants, on peut enfin être la femme qu'on a envie d'être. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on entend chez certaines femmes au moment de la ménopause. Oui, moi c'était le cas. Et puis la hantise de grossesse et donc la contraception, autant c'est facile avant 40 ans, mais il y a une période difficile, c'est entre 40 et 50 ans pour la contraception. D'abord parce que il y a l'utérus qui fait des siennes avec deux maladies très fréquentes qui s'appellent les fibromes et l'endométriose ou adénomiose. Donc, par exemple, les stérilés peuvent donner des saignements, c'est pas simple du tout. Et puis, les pilules, comme on sait qu'avec l'âge, le risque cardiovasculaire augmente, surtout si on est un peu fort, surtout si on a de la tension, surtout si on a du cholestérol, etc. L'utilisation des contraceptifs hormonaux est plus compliquée. Donc, ça peut être une libération quand on a passé cette dizaine avec des difficultés liées au saignement, liées à la contraception. Donc oui, la ménopause peut être une libération. Mais moi, je crois quand même que, Christian Jamin, il faut que vous vous adressiez à votre copain Dieu là-haut. Pourquoi Au moment des élections, c'est le moment. Oui, on est d'accord. Non, mais parce que quand même, c'est mal foutu. Pourquoi une femme étant kikinée, alors soit on peut faire des enfants tout le temps, soit il faut arrêter à 40 ans. Mais pourquoi nous donner entre 40 et 50 ans cette zone grise là, qui sert à rien? C'est ce que les féministes appellent ça l'injustice biologique. Donc vous, ça vous a libéré, oui. Bravo, c'est bien. Oui. Et puis même, j'ai comme une impression même que il y a plus d'appels de ma part. Je ne sais pas, j'ai plus d'envie. Alors, je ne sais pas si peut-être les femmes osent le dire, ceci à plus de 60 ans, mais pourtant avec le même mari depuis plus de 40 ans.
Mais j'ai comme si j'avais un peu pas des pulsions, mais je sais pas, au fond de moi, il y a quelque chose qui fait que j'ai plus envie, alors que peut-être on a plus de temps maintenant, je sais pas. Mais vous savez, Valérie, il faut quand même rappeler qu'une femme, généralement, il faut au moins qu'elle atteigne 35-40 ans pour se sentir bien dans son corps, à l'aise dans sa sexualité. Pour peu que les enfants soient encore là, elle n'est pas tout à fait libérée pour s'occuper d'elle en tant que femme. Donc, on l'oublie, mais la vie d'une femme, c'est pas comme un homme, hein. Alors, ah oui. Alors, je suis ravi de vous entendre parce que c'est vrai qu'on n'a jamais pu démontrer de corrélation entre le désir, le plaisir et les taux hormonaux. Il y a eu 1000 études là-dessus et c'est pour ça que dans mon introduction, je disais que certes la ménopause pouvait avoir des effets locaux, certes, mais aussi psychologiques, certes, mais in fine, on n'a jamais pu démontrer que l'absence d'hormones en elle-même modifiait la sexualité ou les variations hormonales modifiaient la sexualité. Alors, encore une fois, il faut que l'appareil génital soit en bon état de marche. Donc, il faut traiter la sécheresse. Mais la sécheresse, elle se traite aussi bien par les hormones que par l'activité sexuelle. Oui, et comme vous êtes à l'aise, vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre sexualité, ça fonctionne bien. Voilà. Oui. Donc c'est encourageant pour toutes les femmes qui auront un jour 60 ans et qui peuvent dire que non, absolument pas, c'est pas fini. Mais Valérie, justement, ça c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Je pense quand même que votre sexualité avant, quand vous aviez 40 ans, elle était bien quand même, elle était présente. Oui. Oui, mais comme le docteur Jamin le dit, on était pris aussi dans les enfants, dans le travail, et donc des fois on s'oubliait un tout petit peu, et puis c'est des fois le mari qui rappelait à l'ordre en disant bon voilà, mais alors que là aujourd'hui, des fois il est fatigué et c'est moi qui te suis pas. Donc et effectivement on dirait qu'il y a des hormones qui sont toujours présente, non mais ça doit être encore présent. Les hormones doivent, je sais pas, il y a un mécanisme. Alors est-ce qu'on fait travailler, donc du coup quand on fait la demande, au plus on va peut-être demander, ou peut-être au plus c'est comme les messieurs, si vous les activez pas, peut-être qu'ils peuvent un peu s'endormir. Là c'est peut-être pareil chez nous, je sais pas. Oui, d'abord, il y a le mot hormone, là, parce que vous l'avez répété plusieurs fois. C'est quoi une hormone ? Une hormone, c'est un message. C'est-à-dire c'est un message d'une partie du corps vers l'autre partie du corps. Alors, quand on parle des hormones aujourd'hui, c'est les hormones ovariennes, mais il y a des hormones dans la tête, il y a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui font que ça continue à fonctionner. On fonctionne beaucoup avec sa tête, et en particulier pour le désir et le plaisir. Oui. Et puis l'autre jour, il y avait une émission alors je sais plus avec quel était l'intervenant, avec une dame, où vous parliez de la bouche, du périnée, et ça j'ai remarqué que c'était hyper important. Bernadette de Gasquet, oui. Et vous parliez de ça, et ça me parlait tout à fait, quoi. Ce rapport avec cette bouche et le périnée, c'est quelque chose qui fait plein de choses, et on ne devrait pas l'oublier, même après tant d'années. Je trouve que c'est hyper important. Mais évidemment, et on vient de parler tout à l'heure avant les infos de la nécessité de faire fonctionner son périnée. Si on est, si visiblement Valérie, vous êtes dans votre corps, quoi. Vous êtes en relation avec votre corps et vous avez envie qu'il vive, qu'il s'exprime, et ça fonctionne. Des fois, il y a des personnes qui vous appellent et qui ont 70, 75 ans et qui vous disent aussi ça, et que ça peut marcher encore. Et pour peu qu'on soit encore avec un partenaire avec qui ça match, ça le fait. Oui, donc, et puis de toute façon, il faut jamais lâcher l'affaire. Et si on n'a pas de partenaire, il y a la masturbation, il y a les jouets. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Il faut que la femme soit consciente qu'elle est d'abord responsable de son plaisir et de son corps. Il ne faut pas qu'elle attende, comme la Belle au bois dormant, le prince charmant qui va la réveiller et l'initier à la sexualité. Oui.
même si moi j'ai toujours cru à mon prince charmant, il y a le monde du réel. Et puis voilà, il est bien là. Ah, mais dans la tête, on peut continuer à penser au prince charmant, je suis d'accord. Tout à fait. Bien, bonne émission. Merci Valérie, merci beaucoup. Allez, une petite pause, Christian Jamin, et justement, on va parler d'un jouet intime et puis du Love Conseil, je vous propose un sourire intérieur. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors, le sourire intérieur, c'est quoi ? C'est quoi le sourire intérieur ? En fait, c'est un sourire qui nous permet de paraître plus sympathique. Vous voyez, par exemple, là, actuellement, je parle au micro, vous écoutez ma voix, et si j'ai envie que ma voix soit plus agréable, je souris. Et si je souris pas, et si je coince un peu la mâchoire, on voit bien tout de suite que ma voix est nettement moins agréable. Hein. Vous êtes d'accord, Christian ? Oui, mais moi j'ai les deux, j'ai l'image et le son. Oui, et c'est vrai que lorsqu'on a ce sourire intérieur, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une ouverture de la bouche, hein, si je puis dire, eh bien, on paraît plus aimable. Et c'est pour ça que je voudrais vous inviter à relâcher votre mâchoire inférieure. Et donc, si vous pensez vaguement à sourire, tout en restant évidemment détendu, je vous demande pas d'être complètement souriant, eh bien, vous verrez que vous aurez une voix plus agréable, vous serez d'aspect plus sympathique. Et puis, mieux encore, si vous pensez à respirer plus profondément, c'est-à-dire plutôt avec le ventre qu'avec la poitrine, vous aurez également une voix plus posée, plus harmonieuse. Voilà, c'est tout votre être en entier, si je puis dire, qui sourit et qui s'ouvre au monde. Et quant à votre regard, il faut également qu'il soit large, c'est-à-dire un peu panoramique, pas le regard qui fixe sur un point. Vous savez, il y a des gens qui vous regardent, on a l'impression qu'ils sont en train de vous percer. Et donc ce regard panoramique, c'est-à-dire comme si vous regardiez la personne en entier, vous rend également plus sympathique. Par contre, s'il est fuyant, si vous avez le regard qui se baisse ou qui fuit, c'est pareil, on a l'impression que la personne ne s'intéresse pas à nous. Voilà, donc je vous assure que le sourire intérieur, c'est quelque chose qui marche et c'est d'autant plus important parce que ça coûte pas grand-chose et ça vous rendra plus sympathique. Bon, on va essayer. Il ne faut pas essayer, il faut y arriver. Il faut y arriver. Alors, on continue. On parlait tout à l'heure justement de jouets pour entretenir son corps, sa sexualité. Et Elodie, c'est ce que vous avez fait avec ce cadeau de ruedesplaisirs.com et de Sud Radio, cet œuf vibrant connecté de la marque Lovance, qui est tout rose. Hein. Je le montre, Christian Jamin. Alors, on dirait une sorte de spermatozoïde avec la queue qui rebique un peu. Hein. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors oui, effectivement, c'est vrai que ça ressemble un peu à un spermatozoïde. Je l'avais pas vu comme ça. Je voyais plus comme une forme de C. Oh, oui. Et c'est vrai que... Oui, si vous voulez, oui, ça peut être un C, oui. Et c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment intéressant. Il est vraiment très très doux, il a une bonne vibration et pourtant il ne fait pas beaucoup de bruit. Et il est, il va stimuler aussi bien au niveau vaginal que clitoridien. Et c'est vrai que ça nous fait un effet vraiment intéressant. Il a plusieurs types de vibrations. Une fois qu'il est dedans, vous sentez que ça vibre vraiment à l'intérieur. L'autre partie du C qui est recourbée, elle est directement posée sur le clitoris. C'est vrai que c'est un peu plus qu'agréable. Ah oui, ça je peux le dire, oui. En revanche, les vibrations sont vite un peu fortes, hein, il me semble. Il y a plusieurs types, il y en a qui sont plus douces. Oui, en effet. Je suis en train de tester toutes les vibrations là. Donc on peut en effet l'utiliser simplement en vibromasseur ou en effet on peut introduire le gros C là, si je puis dire, dans le vagin. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il il est très flexible, hein, de toute façon. Il est extrêmement souple. On peut en faire à peu près tout ce qu'on veut. Et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on peut commander à distance. Et voilà. Il est connecté, cet œuf vibrant, oui.
Oui, 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 et on peut aussi bien jouer en étant à côté qu'en étant très très loin. Moi, j'ai eu un déplacement professionnel à faire et bien autant dire que mon compagnon qui était loin n'était pas si loin que ça. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a, avec son téléphone, il a fait marcher votre C'est ça. jouet. C'est ça. On a téléchargé l'application tous les deux et puis il a pu prendre la main sur le jouet. C'est à moi de lui autoriser, en fait, de lui envoyer un lien. Et là-dessus, il peut s'amuser avec les vibrations, les faire augmenter, diminuer. Voilà, c'est assez sympa. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est le genre de choses quand même qui apporte une complicité et une possibilité de s'amuser à distance, oui, évidemment. Évidemment. Bon, et ben écoutez, donnez-moi sa note à ce jouet. Quelle note vous lui donnez? 10 sur 10. Ah, bah, j'imagine, oui. Donc, cet œuf vibrant connecté de la marque Lovens, vous pouvez le retrouver sur rudesplaisirs.com et Elodie, visiblement, en est tout à fait satisfaite. Merci beaucoup en tout cas. On continue avec Olga qui nous a rejoint. Bonjour Olga. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Christian Jamin qui est avec nous. Oui. Alors, j'ai 53 ans dans 2 mois et en 2019 à peu près, j'ai eu une activité masturbatoire assez profonde, assez intense. Oui. Et puis, début 2020, je me suis fait enlever les trompes et l'utérus, une hystérectomie partielle. Donc là, en 2024, je trouve que j'ai, la masturbation est peut-être moins satisfaisante. Vous voyez, est-ce qu'il y a un rapport avec la ménopause? Je ne sais pas. Alors, d'abord, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que c'est que la ménopause? Alors, ça vient du grec. Ménos, c'est les règles. Pause, c'est l'arrêt. En réalité, c'est pas du tout ça. La ménopause, c'est l'arrêt des hormones qui commandent le fonctionnement du cycle. Donc, on peut très bien avoir été obligé d'enlever son utérus pour raison médicale, mais ne pas être ménopausé, parce que ce qui donne la ménopause, c'est l'arrêt du fonctionnement des ovaires. Donc, le fait qu'on vous ait enlevé l'utérus ne change rien à l'affaire. Alors, oui, mais je suis ménopausée après le gynécologue me l'a dit. Alors, si effectivement parfois la ménopause est pas loin et la chirurgie l'accélère, et on est ménopausé. Bon, après, là encore, c'est compliqué de dire que c'est responsable de votre diminution de pulsion sexuelle. Parce que, bien, il se passe beaucoup de choses dans la tête de quelqu'un qui se fait opérer, qui on enlève l'utérus, et on a une impression d'être mutilé. Et donc, mais cette impression est fausse. Enfin, elle est vraie aussi. Moi. Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, se faire retirer l'utérus, c'est pas anodin. Mais ce que vous dit Christian Jamin, Olga, c'est qu'il n'y a pas de raison sur le plan médical qu'il y ait une baisse de désir ou de satisfaction sexuelle. En revanche, il est possible que ce que
M4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, grâce à vous, Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue, on a compris que sexualité et ménopause, ça peut aller bien ensemble. Je crois qu'on a abordé beaucoup de choses. Il y aurait peut-être encore pas mal de choses à dire. Il me semble qu'il y a quand même un point dont on n'a pas parlé et qui me semble important, c'est les fameuses douleurs durant le rapport qui parfois arrivent, donc justement après la cinquantaine, hein, pour parler large. Douleurs au moment de la pénétration, douleurs pendant le rapport, douleurs au niveau du col de l'utérus. Ces trois sortes de douleurs sont un peu différentes et ont des causes différentes, je crois. Alors déjà, le mot douleur n'a pas été cité, ce qui est effectivement, vous avez raison, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que les grandes caractéristiques de la ménopause, c'est les bouffées de chaleur, mais aussi les douleurs diffuses. C'est-à-dire que après la ménopause, les femmes ont mal partout et pendant longtemps, on leur a dit c'est dans la tête. Jusqu'au jour où on a malheureusement reproduit ces douleurs en traitant par exemple le cancer du sein et on s'est aperçu que c'était bien la carence hormonale qui donnait ces douleurs. Donc ça, vous avez bien fait, il faut le savoir, c'est que quand vous êtes ménopausé, que vous avez mal partout, bien sûr, il faut éliminer un rhumatisme ou quelque chose comme ça, mais il faut savoir que les traitements hormonaux feront du bien à ces douleurs diffuses. Alors maintenant, mais c'est des douleurs musculaires. C'est des douleurs musculaires, on est douloureux. On est douloureux de tout parce que les hormones modifient le seuil de perception de la douleur. C'est-à-dire que une petite douleur devient une grosse douleur. Les récepteurs sont en signal d'alarme exactement, alors qu'ils ne l'étaient pas. Et souvent, les femmes vont chez des rhumatologues pour chercher la cause de ces douleurs et finalement, on s'aperçoit qu'avec un traitement de ménopause, ça s'arrange. Maintenant, en ce qui concerne les douleurs au moment du rapport, ça a aussi une grande importance. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne peut pas prendre de plaisir si on a mal. Ça. Donc, et il faut surtout ne pas continuer la sexualité si on a mal. Il faut d'abord régler la douleur. Exactement, parce que sinon ça perturbe, ça donne une angoisse par rapport au rapport. Et après, on n'a plus du tout envie parce et même quand on est traité, on garde le souvenir de cette douleur. Le corps se crispe et tout devient compliqué. Inconsciemment, on se souvient de ces douleurs et on a du mal à récupérer son état antérieur. Maintenant, les douleurs au moment de la pénétration. La douleur au moment de la pénétration, c'est toujours psychologique. Toujours. Oui, ou une absence de préliminaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui ouvre, si je puis dire, la voie. Et quand la voie est fermée, c'est souvent parce qu'on a eu des douleurs antérieures et qu'on a peur et qu'on se ferme. Donc douleur au moment de la pénétration, mesdames, prenez plus de temps. Redécouvrir le bonheur et redécouvrir le plaisir parce que après on se détend, parce qu'on anticipe la sensation au moment du rapport sexuel. Si on a un très bon souvenir, eh bien on s'ouvre. Si on a un mauvais souvenir, on se ferme. Voilà. C'est assez logique. Hein. C'est assez logique ça. Quand on invite quelqu'un qui est désagréable, on ferme la porte. Hein. Exactement. Et s'il est agréable, on rouvre la porte. Même s'il est agréable, mais qu'on a un mauvais souvenir de lui. Voilà. C'est important. Je crois que cette image de porte fermée ouverte va parler à toutes les femmes. Et du souvenir. Et les hommes, si vous êtes devant une porte close, peut-être qu'il faut ne soyez pas mauvaise langue. Des fleurs la prochaine fois. Ne soyez pas mauvaise langue. Absolument. Bon, alors on passe ensuite à la douleur durant le rapport. Durant le rapport, ça c'est souvent lié au manque de confort et à la mauvaise hydratation. Donc sécheresse. Alors ça c'est bifactoriel. Il y a les hormones, les sécrétions hormonales qui sont favorisées. Après la ménopause, il n'y en a plus. Mais aussi le fait de dilater le vagin par une verge ou par un jouet fait que le vagin sécrète par les fibroblastes de ce qu'on appelle de l'acide hyaluronique et donc hydrate tout ça et que ça fait du bien. Parce que ça glisse, parce que c'est agréable et que ça amène le plaisir. Donc, plus on en a, plus on en a envie. Donc, et alors ça, on peut le traiter soit par un traitement hormonal général, on dit systémique, soit par un traitement local, hormonal ou simplement hydratant par de l'acide hyaluronique et les résultats sont pas très différents. Mais ce qu'il faut bien dire aux femmes, c'est qu'il ne faut pas se laisser
renfermer, refermer, assécher, parce que après, quand on a des rapports, ça fait mal et il faut une certaine rééducation pendant un moment. Ça veut dire encore une fois que pour les femmes qui sont seules, qui n'ont pas de partenaire, quand elles se masturbent, il faut aussi s'occuper du vagin, c'est-à-dire introduire quelque chose. La masturbation clitoridienne, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien partout, mais pour ce qui est de fonctionnement du vagin, il faut utiliser des jouets. Voilà, donc c'est important de le signaler. Et alors, la douleur au col de l'utérus... Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus rare. C'est pas spécifique à la ménopause. Quand on a mal au fond, quand la verge vient taper sur le col ou quelque part dans le ventre, il faut absolument faire un examen médical. Il faut faire une échographie pour voir. Et la cause la plus fréquente de cela, mais c'est pas tellement au moment de la ménopause, ça s'appelle l'endométriose. C'est-à-dire qu'on a la douleur au fond. Je parle pas de la pénétration ni du milieu, mais du fond. Il faut voir un médecin pour éliminer quelque chose. Ou un kyste de l'ovaire, par exemple. Voilà, donc là c'est quand même plus médical. Sauf évidemment si on a un membre particulièrement long, puissant, qui peut-être est trop vigoureux pour nous. Oui, mais même les gens, comme on dit, qui sont bien montés, ne sont pas des hommes qui font mal, forcément. Il faut encore toujours se méfier de ce qui se passe quand la Vierge vient taper dans le ventre pour savoir sur quoi elle tape pour que ça fasse mal. D'accord, je crois qu'on a fait un point assez général qui était quand même important parce que finalement on a eu plutôt des femmes qui vont bien, c'est plutôt positif finalement. Mais la ménopause en soi, je crois, n'est pas un facteur délétère pour la sexualité. Là, ce qui est un facteur délétère pour la sexualité, c'est l'image qu'on a de soi-même, c'est l'image qu'on a de son vieillissement, et donc l'appétit vient en mangeant. Voilà, et c'était quand même très important de faire cette émission. Je rappelle quand même qu'on a une femme sur deux en France qui a plus de 50 ans. Oui. Et donc, ça concerne énormément de femmes. Et d'hommes. Oui, bien sûr, mais enfin, les hommes... Bon, ils vont aussi avoir des problèmes, on en parle souvent, qui vont être donc des problèmes de baisse de libido, de problèmes d'érection. C'est un sujet que j'aborde aussi très souvent, mais aujourd'hui, on s'est particulièrement occupé aux femmes. Oui, mais les hommes, quand ils ont l'impression de faire du bien aux femmes, ça leur fait beaucoup de bien. Mais je suis bien d'accord. Donc, il faut aider les femmes à donner cette impression aux hommes, et comme ça, tout le monde est content. Et voilà, apprenez à vous regarder avec ce sourire intérieur. Voilà. Regardez-vous, aimez-vous, et tout le monde ira mieux. Merci en tout cas, Christian Jamin. Je rappelle que vous êtes également endocrinologue, ce qui nous permettait évidemment de faire un petit peu le point. Arrêtons de penser que c'est toujours la faute des hormones. Oui. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Christian Jamin. Merci. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Et demain, nous serons en compagnie de Frédéric Fanger. Alors lui, il est psychiatre et il va nous parler de la confiance en soi. Et oui. On n'est pas loin. Non, on n'est pas loin, mais on peut vraiment améliorer sa confiance en soi. Ça se travaille et vous aurez toutes les pistes et les solutions demain. Merci, Christian. Merci à vous. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.